nous parlions des regards croisés sur la lexicopoïèse. Je voudrais cet après-midi vous proposer une description d'une expérience lexico-poétique engagée en milieu universitaire africain de 1970 autour des années 80 dans le cadre institutionnel de ce que nous appelions à l'époque l'OPELF-UREF et qui a pris corps dans ces réunions appelées réunions des tables rondes des centres de linguistique appliquée d'Afrique noire sous la direction de l'ancien secrétaire général de l'OPELF, Étienne Butler, et de Michel Tétu, et plus tard Michel Guillou. Il s'agit en fait de l'expérience de l'inventaire des particularités lexicales du français en Afrique. Et le sigle pour dénommer ce projet, c'était bien l'IFA. Il s'agit donc d'une expérience sur la linguistique variationniste, mais comme vous le savez, ça a pris du temps pour que la notion et la conscience de la variation linguistique puissent s'installer dans les consciences des scientifiques, les consciences des linguistes, et pour que d'ailleurs cette approche ait un lieu scientifique, puisque dans les années 70, la variation n'était pas tout à fait interprétée, perçue comme un domaine particulier du savoir et de la description. D'ailleurs, cette approche jacobiniste en linguistique, qu'on voyait déjà au niveau politique, a été reprise par les dirigeants qui ont tout de suite pris les commandements après les indépendances, donc une approche centralisée, jacobiniste, et cela se remarquait également au niveau linguistique. Et cette approche a été bien renforcée par l'autorité de ce qu'on appelait la grammaire traditionnelle normative, classique, et qui s'appuyait sur les renommées des grands auteurs, ou ce que autrefois les grammairiens latins appelaient les summi auctores, et donc ils fondaient effectivement la normalité de la langue. Et dans les années 70, explosait aussi la linguistique structurale, et même cette linguistique structurale d'inspiration saussurienne valorisait aussi l'effet de langue et non l'effet de parole, parce que la variation était perçue comme un fait de parole et non un fait de langue. La langue est vraiment un système particulier qu'il fallait étudier de façon immanentiste. Et effectivement, même les écoles françaises de linguistique à ce moment-là ne travaillaient que sur la composante langue, sans toutefois toucher la composante parole. C'est le cas de l'école de Martinet sur le fonctionnalisme en linguistique. C'est le cas aussi de la psychomécanique de Gustave Guillaume. Et nous le remarquions aussi dans le cadre, n'est-ce pas, de la linguistique ou de la grammaire générative et transformationnelle de Chomsky, puisqu'en fait il s'agissait de rendre compte de la compétence linguistique, c'est-à-dire en fait la compétence du locuteur
auditeur idéal. Nous sommes là dans la perspective, n'est-ce pas, d'une linguistique de la langue, mais il a fallu attendre longtemps pour que la notion même de fait de variation puisse apparaître. Et c'est du côté de la linguistique romane qu'on commencera à voir l'intérêt de la variation, naturellement par les travaux du Centre de philologie romane de l'Université de Strasbourg, sous la conduite de Georges Straka, qui en fait bien enseignait et écrivait tout ce qui concernait la suite de l'excellent ouvrage de Wout Wartburg sur la fragmentation linguistique de la Romania, et on commençait à s'intéresser aux faits régionaux, et en cela aidé par linguistes allemands comme Kurt Baldinger et naturellement Charles Müller, etc. C'est progressivement donc que la sociolinguistique va apparaître, poussée par la dialectologie de Gaston Tuaillon, qui venait de l'université donc de Grenoble, et qui en fait travaillait beaucoup sur les phénomènes de la variation. Mais il fallait compter aussi avec toute la poussée, n'est-ce pas, des courants de la négritude qui imposaient la différence, la particularité. Et c'est à cette perspective que, à Dakar, s'est réunie en 1973 une biennale tout à fait importante, la biennale de la langue française, je pense présentée et soutenue par le professeur Guillermo, et qui a travaillé sur les Français de France et hors de France. Et c'est à partir de là que, lors des présentations des Français régionaux, du français en Louisiane, du français en Afrique, qu'est née progressivement dans la conscience des linguistes la notion de variation, et donc de linguistique variationniste. Et nous le devons grâce à l'importante communication de M. Maurice Piron, qui va proposer à la francophonie la mise en place d'un important programme qu'il appelait « Inventaire des usances de la francophonie ». Et effectivement, il emprunte là le terme « usance », qui est un terme bien précis chez les grammairiens d'Amorette et Pichon. Et c'est important que c'est à Dakar, au Sénégal, donc au pays de Léopold Sédar Senghor, père de la négritude, que en fait apparaît la nécessité d'engager des études de lexicographie, je dirais, de la linguistique de la parole ou du discours. Et c'est ainsi qu'est née véritablement l'importance, qu'est née dans la conscience la nécessité de décrire les faits de langue, des faits qui sont des particularités. Ainsi donc est né, je dirais, l'ancêtre du programme IFA, le programme inventaire des particularités lexicales du français en Afrique. Mais l'idée au départ n'était pas de réaliser un inventaire. L'idée était effectivement de décrire et de monter tout un dictionnaire du français en Afrique. Des expériences de lexicographie, je dirais, différentielle, existait déjà. Monsieur Willibald avait commencé dans un article dont le titre était Status Questionis, c'est-à-dire en fait état de la question sur la variété, sur les particularités lexicales du français. Monsieur Willibald avait déjà noté que quelques travaux avaient été engagés dans l'ex-Zaïre et puis en Afrique occidentale
Et cela permettait effectivement d'enclencher une vaste enquête sur ces particularités. Et nous sommes là autour des années donc 70, lorsque quelques Français, la coopération française, travaillant dans les universités africaines, dans les instituts de linguistique appliquée, et quelques Belges travaillant à Lubumbashi et à Kinshasa, dans les centres de linguistique appliquée, le CELTA, je crois, de Kinshasa, ont eu l'idée de rassembler leurs travaux et de demander à l'OPELF, UREF, un soutien pour mener à terme ce projet de dictionnaire du français en Afrique. Cela a pris corps et forme dans des réunions institutionnelles appelées tables rondes des centres linguistiques appliqués en francophonie. Et ça regroupait donc des linguistes qui venaient de la Côte d'Ivoire, tels que Gaston Canu, Laurent Duponchel, du Bénin et du Togo, Madame Suzanne Lafage, et naturellement de la Centrafrique, de la Haute-Volta, à l'époque qui s'appelait, enfin, pas la Haute-Volta, mais qui est le Burkina Faso aujourd'hui, du Mali, du Congo, Congo démocratique, avec Sully Faïk, et du Cameroun, avec Patrick Renaud. Il était donc question donc de monter ce dictionnaire. Hormis le Cameroun, le projet avait bien démarré ailleurs, mais au Cameroun, il y a eu une résistance parce que l'Institut de linguistique appliquée de Yaoundé avait un autre projet, celui de mettre en place un inventaire des langues du Cameroun, qui rentrait dans les vastes inventaires des langues en Afrique en général, dans le cadre du programme qui allait devenir le programme Cerdo-Tola. Et c'est en 1977, au moment où moi je suis recruté à l'université, que je trouve ce projet qui m'intéresse et du coup j'en deviens le correspondant et un des rédacteurs de ce qui va devenir donc le projet IFA. Donc en vous parlant de ce projet, je en parle en tant qu'acteur par rapport à ce programme puisque j'y étais comme rédacteur et nous étions donc une dizaine de chercheurs en Afrique. Nous avions commencé sous l'autorité d'Étienne Butler, Michel Tétu et plus tard Michel Guillou. Les tables rondes successives d'Abidjan 1974, du Togo 1975 et surtout de Kinshasa en 1976 nous ont permis de définir le cadre théorique de ce travail. Ainsi donc, il nous a semblé important de renoncer à la notion de dictionnaire et de nous engager dans la description d'un inventaire des particularités lexicales du français en Afrique. Pourquoi la notion d'inventaire? Parce qu'effectivement, la notion de dictionnaire, elle est cette sorte de fétiche. Hein. Un dictionnaire est fétichiste. Parce que le dictionnaire, c'est, comme on l'a dit ce matin, c'est un ouvrage de référence. Et pourquoi de référence? Parce qu'un dictionnaire a d'abord comme public important des élèves et des étudiants. On a besoin d'un dictionnaire pour fixer la norme. Parce qu'un dictionnaire, ce n'est pas simplement un relevé de mots, mais c'est aussi une grammaire qui est sous-jacente à ce mot. Un mot n'est jamais innocent. Un mot entraîne toujours avec lui un ensemble de traits, à la fois qui sont des traits lexicaux, bien entendu, mais aussi des traits grammaticaux qui permettent de calculer la combinatoire, l'association sous forme de phrases lorsque nous sommes en morphosyntaxe.
Donc, un mot, ce n'est pas quelque chose d'isolé. Et donc, effectivement, notre prétention n'était pas d'écrire ou de proposer une norme en Afrique francophone, mais de nous inscrire dans ce que ce matin, monsieur, je pense c'est Privot, je crois, c'est Prévost ou Privot, je ne sais pas très bien, Privot, appelait la lexicographie, c'est-à-dire en fait une description généreuse de scientifiques, plus ou moins encyclopédique, de la langue ou des mots, les voyages de ces mots, en nous intéressant effectivement sur leur densité historique, sur leur capacité, n'est-ce pas, à être des outils de communication et tout simplement aussi de leur expressivité. C'est donc à Kinshasa, en 1976, qu'on retient la formule d'un inventaire. Et cet inventaire, nous allons donc l'amener à terme et d'une manière générale, le projet va donc s'articuler de la manière suivante. Nous aurons des équipes de rédacteurs des lexiques nationaux ou régionaux. Ensuite, nous avons besoin d'un coordonnateur. Et la communauté française de Belgique avait donc dégagé Madame Danielle Latin, qui était enseignante à l'Université de Liège, pour coordonner notre travail de lexicographie, mais j'ajoute de lexicographie différentielle, parce que notre référence en termes de différence, c'était bien le petit Robert. Et bien sûr, de temps en temps, nous goûtions aussi la nécessité de consulter l'OTLF, surtout que Bernard Quémada, Alain Ray étaient effectivement nos conseillers scientifiques associés à M. Willibald, qui était le président de cette commission. Alors, de quoi s'agissait-il? Il s'agissait donc de relever des particularités. Et qu'est-ce qu'on appellera particularités? Ce sont des faits linguistiques relativement stables dans la structure linguistique, d'une fréquence avérée, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral, et également aussi qui répondait à un besoin d'expression, à un besoin de communication. Et nous avions établi à ce moment-là à peu près 4 ou 5 critères. Donc, nous relevions les particularités que nous appelions lexématiques. En fait, c'est des lexèmes nouveaux. Ces lexèmes, ça pouvait être des créations nouvelles, comme nous les avions en Afrique. 5 minutes, d'accord. Des créations nouvelles, ça pourrait également être des emprunts. Et deuxième catégorie, les particularités sémantiques, c'est-à-dire des transferts de sens, des restrictions, les extensions de sens et les métaphorisations. Nous retenions aussi les particularités grammaticales, par exemple quand il y a le changement de catégorie, de genre et de construction. Et enfin, des particularités liées à la différence de connotation et de fréquence. Alors, tout ceci, donc, nous avions comme politique d'édition de publier cet inventaire par morceaux, c'est-à-dire d'abord par fascicules. Nous avions produit les fascicules A et B, ensuite les fascicules C et F, des fascicules G et O, et devant donc le succès de ces fascicules, la bonne réception, puisqu'il y a eu des rapports et des comptes rendus scientifiques faits par Quémada, Jean-Claude Corbeil, Alain Ray et Kurt Baldinger et bien d'autres. Nous avons donc décidé de produire l'ouvrage dans son entièreté en 1983
sous la direction donc, de l'OPELF-UREF. Donc il y a eu une très bonne réception au niveau social et dans la communauté scientifique. Alors, quel était donc, après la publication, quel est donc le destin, la destination de cet inventaire? Qu'est-ce qu'on devait en faire? Certains voyaient déjà la nécessité d'aller vers le dictionnaire, que nous appelions DIFAN, le dictionnaire du français en Afrique. D'autres voyaient un dictionnaire adapté aux écoles et aux universités africaines afin de lutter contre l'insécurité linguistique. Mais vous savez qu'avec le mot dictionnaire, relativement à l'école, nous touchons la norme. Il fallait avoir l'avis des politiques. Et c'est la raison pour laquelle, en 1985, l'OPELF-UREF va me désigner pour accomplir cette mission de consultation politique. Je vais donc être reçu par les ministres de l'Éducation du Sénégal, du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Bénin, du Cameroun, du Congo et du Gabon, sur la faisabilité d'un dictionnaire spécialement dédié aux élèves et aux étudiants africains en vue de donner une consistance dans ce qu'on avait commencé à appeler politiquement le français langue seconde. Les résultats de ma consultation étaient négatifs. Les politiques n'en voulaient pas. Il n'y avait pas lieu de créer un chevauchement des normes au sein de la francophonie. Et la réponse était, s'il faut avoir un tel dictionnaire, eh bien, ça doit être fait sous l'autorité de l'Académie française. Alors, à partir de ce moment-là, le destin fut flou. Certaines maisons dictionnériques de fabrication des dictionnaires, Larousse, Robert, etc., commençaient dans leur millésime à intégrer des mots qui venaient de cet inventaire, chaque maison selon sa ligne éditoriale, etc. Jusqu'au moment où, effectivement, le professeur Guy Lavorel m'a approché dans le cadre, justement, du réseau des chaires francophones pour commencer à réfléchir sur un dictionnaire des synonymes et des expressions en francophonie. Bien sûr, le projet m'a emballé. J'ai donné mon avis. Nous travaillons. Mais j'ai quelques inquiétudes relativement à la destination de ce travail. À quoi le destinons-nous? Si c'est pour des raisons d'ordre encyclopédique, culturel, pour montrer que le français est une langue internationale, est une langue interculturelle, oui. Mais si nous devons maintenir l'appellation dictionnaire, comme je le disais, le mot dictionnaire est un fétiche. Il ne serait pas étonnant de voir que les étudiants africains ou les élèves africains considéraient cela, c'est relevé comme étant, n'est-ce pas, l'approbation d'une norme de la francophonie. Donc, du nom de la francophonie. Donc, c'est la raison pour laquelle, personnellement, moi, je milite pour que ce travail continue et puisse servir à la résolution de l'insécurité linguistique. Mais si nous devons maintenir le mot dictionnaire, dans ce cas, il nous faut une autorité académique. Il nous faut une académie qui puisse en prendre la responsabilité. Et comme il y a effectivement entre Lyon 3 et l'Académie des sciences, un rapport entre l'Académie de partenaire avec l'Académie des sciences d'outre-mer, je propose que ce partenariat puisse permettre une évolution substantielle de cette académie et devienne carrément l'Académie de la francophonie. Car pour moi, l'appellation Académie des sciences d'outre-mer, le mot d'outre-mer n'a plus tout à fait la vibration politique qu'on pourrait lui reconnaître. Il n'y a plus sur ce plan
de vision d'outre-mer, de réalité d'outre-mer, mais des États partenaires en francophonie et qui ont le français en partage. Pour moi, c'est une académie qui doit donc prendre la suite de ce programme, mais en le faisant, avoir en l'esprit que le dictionnaire est un instrument, est un outil qui doit servir à normer une communication, à normer des expériences, enfin des expressions. C'est la raison pour laquelle j'adhère à ce programme et je souhaite que ce soit dans le cadre d'une académie de la francophonie à visée normative. Merci. Je m'excuse d'avoir débordé un tout petit peu le temps Merci. qui m'était imparti.